Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Interaction, une interaction spéciale BCE. On a le plaisir d'accueillir autour de la table Paul Schworer, Agnès Delors pour Bonjour. nos amis d'Acer Finance, les gérants et puis l'analyste en face, très en forme aujourd'hui, vous allez le voir, Hubert Tassin qui va tout de suite nous livrer son analyse de ce qui s'est passé du côté de Francfort hier. Hubert, alors, Mario Draghi. On va peut-être revenir en détail sur ce que Mario Draghi a annoncé. Il a tapé, il avait dit je vais taper en mars, il a tapé encore plus fort que ce qu'on croyait. Baisse de 10 centimes du taux de refinancement, 0%. Du taux d'en hausse. On ne peut pas aller plus bas, là. Ah si, on peut très bien. Non, il dit que non. Il dit que non, justement, c'est ça qui a fait. C'est ça. Alors, je finis. Bon, les mesures, on va y revenir. Sur le communiqué, très très forte hausse de la bourse, plutôt forte hausse du dollar. Et puis au fur et à mesure que la conférence s'est développée, on est reparti exactement dans l'autre sens, ce qui fait plus de 5% d'écart entre le plus haut et le plus bas sur le CAC 40 par exemple. Un dollar qui est tombé à 1,08, qui a fini à 1,11 et des poussières même de taux d'écart. Donc grosse déception, qu'on a évidemment forcément du mal à comprendre, entre l'explication de texte et le texte lui-même, on ne comprend pas ce qui s'est passé. Il y a justement ce que vous avez dit, c'est qu'il a dit, dans l'état actuel des choses, on n'ira pas plus loin. Mais ça va de soi, parce que dans l'état actuel des choses, il va aussi loin qu'il considère qu'il faille aller. Paul, on revient sur les mesures déjà techniques. Les taux à zéro, il y a aussi la rémunération des dépôts. Oui, il y a les dépôts qui passent à moins 0,40. Il y a les facilités de caisse qui, elles, passent à moins 0,25. On baisse de 5 centimes. 10 centimes sur les dépôts, je ne l'ai pas précisé puisqu'on était à moins 0,30. On a les taux directeurs qui passent à zéro, c'est-à-dire 5 centimes de baisse là encore. Et puis, surtout, des éléments qui sont sur la nature des supports que l'on rachète, c'est-à-dire qu'on va racheter 80 milliards au lieu de 60 par mois. Y compris des dettes d'entreprise. Et là est la novation, c'est qu'on va élargir les supports et c'est vraiment ça ce qui fait la différence. C'est-à-dire que ce sont dorénavant les entreprises de bonne qualité qui pourront être présentées par les banques à la place des États. On a l'impression qu'il n'y a plus de limite. C'est-à-dire que moi, bientôt, je vais aller présenter mes créances à Mario Draghi. Bien sûr. Mais c'est bien l'objectif. Puisque quand les banques, parce que c'est la dernière mesure, c'est le TLTRO, comme ils appellent, c'est-à-dire que les banques vont pouvoir emprunter à 4 ans à taux connu. C'est-à-dire que si le taux est à 0 2 mois après leur premier emprunt, les banques vont avoir de l'argent à 0% précisément pour vous prêter. Agnès, est-ce que quand on n'a pas faim et qu'on vous dit que le buffet est gratuit, ça change quelque chose ? Non. Ça ne change rien du tout, vous n'avez pas faim, donc vous n'allez pas vous servir gratuitement. Parce que c'est un peu ça, c'est une métaphore, mais Mario Draghi dit l'argent n'est pas cher, emprunter, le problème c'est que l'économie réelle n'emprunte pas. Je ne suis absolument pas d'accord. Nous avons des taux réels qui ne sont pas forcément négatifs, positifs. Oui, on s'en fout, c'est l'envie derrière. Mais non, c'est pas l'envie derrière. C'est que pour faire repartir une économie, il faut des taux réels qui soient faibles. Les taux réels restent forts puisqu'il n'y a pas d'inflation. Donc même 0, c'est déjà cher. 0 et 0, ça fait 0. Non, 0 et moins 3, et moins 0,3, ça fait 0,3. Nous avons un problème. Il faudrait aller vers des taux négatifs, c'est ça que vous dites ? Pourquoi pas ? Mais c'est déjà arrivé. Les taux négatifs en taux réel, c'est arrivé pendant des périodes extraordinairement longues. Pourquoi on n'y va pas ? Parce que comme il l'a dit, les mesures ne justifiaient pas aujourd'hui. Pourquoi on n'y va pas ? Parce que l'inflation n'est pas là. Oui. Et c'est surtout ça le sujet. Aux États-Unis, l'inflation, elle est là. On a finalement encore inflation 2,2%. En inflation avec l'énergie et l'alimentation, on est à 1,4%. Donc là, on peut être en situation d'avoir des taux négatifs. En Europe, c'est plus difficile, même si nous sommes quand même en taux négatif. Mais non, mais là vous parlez des taux négatifs relatifs. Taux réels. En réel. Taux réels. Je parle des taux réels. Les taux réels, mais là justement il n'y a pas d'inflation, donc il faudrait avoir des taux négatifs. On est à 0,30 d'inflation en Europe sur un an. On a des taux à zéro, on a des taux réels, des taux directeurs négatifs. Mais très légèrement. Ils ont été beaucoup plus négatifs. Donc c'est ça que je voulais dire. Non, mais baisser encore le taux directeur. Non, je crois surtout qu'il ne faut pas... Ça dépend pas de Draghi. Je reviens à la métaphore. Dans la métaphore, on dit si les gens n'ont plus faim, ils ne consommeront pas le buffet.
Mais il vaut mieux avoir un buffet quand on n'a pas faim à côté de soi que d'être dans la queue en attendant que finalement on approvisionne les magasins. Mais alors, et puis alors, il y a expliquez-moi. quelque chose qui n'est pas pris en compte, c'est que les effets de pouvoir d'achat liés au dollar, ils sont à 18 mois d'écart, grosso modo. Donc on a une consommation en France et aux États-Unis d'Amérique, mais dans toute l'Europe avec une fiscalité moins pénible, une consommation qui va être le moteur. Ça, c'est évidemment, c'est très regrettable, mais c'est comme ça. Pourquoi Mario Draghi fait ça? Parce qu'on a un vrai problème de croissance en Europe. Parce qu'on a un problème d'inflation. Oui, mais quel est le corollaire? Quelle est la dérivée de non-croissance? Quand il n'y a pas de pression artérielle, ne doit pas s'occuper de la croissance. Quand on est malade, on n'a pas de pression artérielle. L'inflation, c'est la pression artérielle. Donc le corps économique européen est malade, il n'y a pas d'inflation. Mario Draghi se dit, je vais essayer de leur redonner envie d'aller faire des courses. Sauf que le ménage n'a pas envie. Mais si, le ménage a envie. Ménage a envie. Mais la consommation est en train de se développer. La consommation progresse. Parce que le ménage est intelligent. Il sait que tout ce qu'on vous donne gratuitement là, on va le reprendre après. Néanmoins, le taux d'épargne est augmenté. Les banques en France ne jouent pas leur rôle aussi par rapport aux États-Unis. En Europe, on va dire. Pas en France, c'est un peu. La Banque centrale n'est pas là pour faire la croissance d'un pays. Ce sont les autres agents économiques qui doivent le faire, que ce soit les États ou que ce soit les entreprises. Donc, on ne peut pas reprocher à la Banque centrale de ne pas faire la croissance. Ce qu'on pourrait lui reprocher, c'est de ne pas donner les conditions qui permettent cette croissance. Et ce que je trouve très intéressant dans ce qui est apporté par la partie corporate, enfin la capacité de racheter de la dette corporate, de la dette émise par des entreprises, c'est qu'on peut ainsi libérer le bilan d'un certain nombre d'entreprises de produits qui sont consommateurs de capital, d'une part, et restaurer à terme une partie de la rentabilité des entreprises qui s'est quand même vue très dégradée, d'une part par les taux bas. C'est le rôle d'une banque centrale? Oui, bien sûr. Ah oui, ça c'est totalement, dans son rôle. Politique économique. Effectivement que la politique budgétaire devrait accompagner la politique de la Banque centrale. Ce n'est pas le cas. Donc ça, on n'y peut rien. La Banque centrale reste quand même un peu la Bundesbank. Mais elle est surtout, et elle a le même défaut que la Fed, son patron vient d'une banque, de la plus grande banque du monde, et il prend des mesures qui sont trop favorables aux banques et pas assez à l'économie. Ça, c'est mon point de vue. Mais est-ce qu'il a le choix? C'est ça la question. On a deux enthousiastes là. Pourtant, on avait les mêmes sauts de cabri il y a un an, quand Draghi avait proposé 60 milliards, mis 60 milliards sur la table. Ça n'a rien changé, puisqu'il continue à essayer on est en croissance. De mettre Monsieur Draghi nous dit, s'ils n'avaient rien fait, vous n'auriez pas 1% de croissance. On est en croissance modérée, légère, mais ce qu'on a vu au mois de février, c'est pour ça que Draghi a agi d'une manière très forte, c'est-à-dire qu'on a une déflation au mois de février, et c'est la crainte qu'on a actuellement sur l'Europe. Donc, et puis, on est une économie qui n'est pas créatrice d'emplois. Les entreprises n'investissent pas. Il faut modifier notre code de travail. Donc, et c'est... je le dis autrement. Est-ce que ça va servir à quelque chose, ce qu'a fait Draghi? Oui, ça va servir à quelque chose. Il faut aussi qu'on ait les matières premières qui remontent aussi. Je pense qu'on arrive sur une stabilité aussi des cours, des commodities et du Brent. Mais ça va servir. Moi, je crois que ça, c'est indépendant. Personnellement, je pense que... Vous êtes d'accord sur rien aujourd'hui? Non, je pense que c'est indépendant. Les matières premières peuvent se stabiliser, peuvent continuer à rebaisser un peu, continuer à monter un peu, mais c'est indépendant du cycle dans les pays développés qui tire la croissance, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique et l'Europe. Ce qui fait la différence avec ce qui se passait il y a un an, c'est qu'il y a un an, on achetait encore un peu de temps, puisqu'on n'avait pas encore l'union bancaire. Aujourd'hui, on a l'union bancaire et on peut s'attaquer à nettoyer les bilans des banques. Et les banques en Europe financent 80% de l'économie encore. Donc c'est toujours important. De là à être enthousiaste et euphorique, non, allons pas trop vite. On a encore quelques écueils et on a surtout le besoin de voir une perspective donnée par les politiques budgétaires, par les stratégies d'entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour redonner goût aux entreprises d'investir et aux banques de prêter? Et les banques, elles ont le goût de prêter. C'est effectivement, c'est la demande qui n'est pas forcément là. Mais encore une fois, sur une zone comme la zone euro, avec la démographie qui est là, avoir 1,5% de croissance, c'est très très loin d'être une catastrophe. Donc on se satisfait de ça et puis les périodes de croissance, elles viennent d'autre chose. Elles viennent de gains de productivité, elles viennent de beaucoup d'autres choses. Aujourd'hui, la croissance, elle est alimentée
je suis désolé, par la baisse des matières premières et la resolvabilisation des ménages américains qui font de l'épargne d'ailleurs, et des ménages européens. Oui, et d'autre part, si on réduit la pression fiscale sur les ménages, on se retrouve donc dans une situation où ils auront la possibilité de consommer. Il y a tout un tas de leviers qui existent, qu'on semble avoir oubliés aujourd'hui, mais qui sont finalement ceux qui, demain, créeront une dynamique supérieure. Alors, les graphiques, vous nous avez apporté plusieurs graphiques pour illustrer tout cela. Les taux directeurs des banques centrales, pour commencer, comparaison entre la BCE et la Fed. Oui, le point qui est important, c'est que finalement, on a eu deux stratégies différentes. Une stratégie américaine avec finalement le début de la remontée, et on est toujours effectivement en Europe dans une stratégie de baisse, même si on nous dit que c'est la dernière baisse, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ouvrira pas tout le spectre des mesures non conventionnelles et qu'on est en train effectivement de l'ouvrir comme cela avait été fait aux États-Unis. Donc à 18 mois, 2 ans, la situation devrait être de ce point de vue fort différente. Alors la peur de la déflation, c'est le graphique suivant. Ça, oui. C'est un graphique amusant, ça. Celui-là. Ce que je cherche à illustrer, c'est que finalement, on n'a pas tout à fait compris ce qui s'était passé hier avec ce renversement sur la devise en particulier. Alors on va le voir le graphique, parce qu'on l'attend. Il arrive. Et c'est moi qui l'envoie, pardon. L'idée... c'est pour ça qu'on l'attend. L'idée, c'était que tout simplement de constater que finalement les taux à 5 ans, qui sont ceux qui servent à financer l'économie, sont remontés hier, finalement. Et on a peut-être, à travers cette réunion de la BCE, signé le point bas des taux 5 ans souverains pour les années à venir. Est-ce qu'on a encore des cartouches dans le fusil de Mario Draghi ? Oui, toutes les mesures non conventionnelles sont encore là, et il a même la possibilité de faire, comme l'a fait le Japon ou comme le fait la Suisse, d'avoir des taux réels, des taux directeurs négatifs. Et c'est pour ça que les marchés repartent de l'avant aujourd'hui. Ils ont réfléchi, ils ont dormi dessus. Non, on revient au niveau d'avant-hier. Alors, il ne faut pas non plus exagérer. On veut être positif. Je vous ai amené on a rayé la baisse d'hier. Voilà. Je vous ai amené justement un graphique qui permet de voir. Alors, avec en bleu, avec une forme un petit peu bizarroïde qu'on appelle des bougies, avec référence à l'échelle de gauche. C'est le CAC 40 dividende réinvesti. C'est un test d'ophtalmo aussi. Donc, on voit très clairement qu'on a eu une journée particulièrement ample. L'amplitude de cette journée est assez considérable. On a fait plus 3, moins 2 presque. Voilà. Oui, on a fait 5% pratiquement. Et on voit qu'on a ce qu'on appelle une vraie bougie avec un corps de bougie et une flamme allumée qui est immense. Donc la journée est quand même très, très particulière. Aujourd'hui, on est en train d'occuper la mèche, finalement. Bon, globalement, ça veut dire qu'on a bloqué sur un niveau qui est certainement durablement établi, c'est-à-dire pour... durablement, en ce moment, c'est plutôt quelques semaines, et qu'on a, de ce fait, posé une rupture. On a eu l'occasion de le dire plusieurs fois, ce fameux 4006 pour le CAC 40, c'était l'ancien plancher, ce qu'on appelle un support, et c'est devenu la résistance. Et d'ailleurs, c'est à l'approche de ces 4006, il se trouve qu'hier on a réagi, donc on a un passage très très fort qui justifie qu'un peu en dessous, il y a une consolidation. C'est quelque chose d'assez... Et le point qu'on a atteint, c'est assez amusant, est exactement à 0,618, un chiffre qui est apprécié des analystes chartistes. C'est Fibonacci, non ? Oui, entre autres. C'est en fait juste entre 5011 du point haut et 3892 du point bas. Ce qui veut dire qu'on a marqué une journée très particulière hier et qu'on devrait avoir plutôt une stabilisation horizontale et pas une envolée fantastique du marché. Alors juste sur la fin de ces histoires de banque centrale, il y a une question qui est une question pas seulement théorique, qui est est-ce que les banques centrales servent à quelque chose ? C'était la question que posait Thomas. Et aujourd'hui, on voit bien que Mario Draghi, dans sa conférence de presse, a dit « si j'avais pas fait, ça aurait été pire ». Et que la Réserve fédérale dit la même chose. C'est, les banques centrales sont en position défensive pour justifier
qu'elles ont servi à quelque chose, alors qu'on sait qu'aux États-Unis, la croissance est venue éventuellement d'ailleurs. Les banquiers centraux sont contents d'eux. Oui, ils viennent tous de chez Goldman Sachs en plus. Donc, à ce propos, d'ailleurs, il est intéressant de regarder finalement le comportement du pétrole qui est en orange et le comportement des bancaires. Alors, la flèche marque l'évolution par rapport au début de l'année. Et là, on est dans la situation où on voit très clairement que sur le pétrole, on semble avoir fait la mutation, alors que la décision de la Banque centrale est peut-être d'accompagner celle qui est nécessaire du côté du secteur bancaire pour que, effectivement, le marché puisse repartir. Bon, parfait. On va voir où tout cela nous emmène avec la seconde partie, notre tableau de bord. Alors, on commence tout de suite avec le tableau des feux. Pas mal de mouvements cette semaine. Des beaux mouvements. De beaux mouvements qui sont intervenus avant que la Banque centrale ne parle, donc c'est encore plus intéressant. Une amélioration un peu sur tous les fronts de la dimension comportementale, et on retrouve un feu vert sur le niveau de dispersion des performances, ce qui veut dire que les choses s'améliorent. Dynamique des corrélations. Alors là, justement, je pense que c'est le zoom de la semaine. C'est le zoom de la semaine. C'est pas, cet indicateur ne change pas, mais je pense qu'il est intéressant de regarder quel est le niveau de corrélation, ce qui permet d'expliquer la volatilité intraday. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de discernement pour différencier telle valeur ou telle autre dans ces mouvements-là. On est exactement à la même situation que celle qu'on a eue dans les périodes de crise. On retrouve les niveaux de la crise de 2001. D'ailleurs, c'est intéressant, que ce soit sur le marché américain ou sur le marché européen, sachant que le marché européen est à des niveaux qui sont proches de ceux de la crise de l'euro. Bon, et sans surprise, on va découvrir que l'on reste en mode 3. De toute façon, on n'a pas les autres graphiques, on les a perdus, on les a jamais eus. On en a qu'un, c'est le mode 3. Quoi qu'il arrive... c'est en dessous. En dessous, il y a les évolutions. En fait, M. Draghi nous permet d'éviter de passer en mode 4, certainement. C'est en tout cas ce que lui considère. Bon, allez, on enchaîne avec les performances. Alors, on va découvrir tout de suite les performances de cette semaine. On va voir ce graphique qui s'affiche avec plutôt des contre-performances encore. On est en territoire négatif. Oui, on est légèrement... C'est hier soir. Hier soir. Donc on sous-performe légèrement. Donc je dirais seulement de 0,012 sur la semaine. Donc voilà. Mais du coup, comme souvent, quand ça baisse, on freine et on va moins vite à la baisse, mais on va moins vite aussi à la hausse. Oui, mais ce qu'on s'est rendu compte surtout, comme là on parle notamment Paul a parlé de l'indice CAC 40, de sa stabilisation, ce qu'on se rend compte actuellement, c'est pour ça que nous, tactiquement, on a pris de l'ETF 4, parce qu'il y a une telle volatilité dans les actions, on va le voir au cours de donc ça, le CF4, c'est l'indice... c'est un panier représentant l'indice. Le CAC 40, c'est les fameux trackers. Voilà. Non, mais on peut prendre un exemple. Les bancaires qui aujourd'hui montent de 7 à 10%, hier baissaient quasiment de l'équivalent, sur la semaine font 3 à 5%. Donc les attraper... c'est une question quand même de chance. Il y a trop de volatilité pour l'instant. Et ça va durer. Il y a trop de volatilité et ça va durer. On est dans des marchés qui sont partis pour être très volatiles parce que on ne sait pas. Quand le président de la Banque centrale dit je fais le maximum valeur aujourd'hui, ça veut dire qu'est-ce que je ferai demain, il n'en sait rien. C'est l'impression qu'il donne. Et c'est aussi pour ça qu'on a un peu la trouille. Les secteurs, on va voir cette semaine. Donc là où on a sous-performé notamment, donc ça a été bien sûr le secteur dit cyclique, donc des TMT, excusez-moi, et notamment par l'effet de Lagardère, qui hier, Lagardère a perdu plus de 13%. Elle a été victime surtout d'interrogations sur sa stratégie, mais malgré l'annonce d'un bénéfice en hausse de plus de 80%. Et puis le départ peut-être de son directeur financier, Dominique Dinin. Oui, exactement. Oui, il était là depuis 24 ans. Oui. Mais la maison... C'est lui qui a tenu la maison... Qui a amené Arnaud Lagardère à en être le patron, qui a tenu la maison au moment où ça s'est agité.
c'est le dernier des barons qui garantissait qu'il y avait une stratégie. Maintenant, il y a une stratégie purement patrimoniale. Alors, c'est pas forcément négatif, comme on l'a déjà dit, à terme, exactement. mais il n'y a pas de stratégie industrielle, il y a une stratégie on va pas faire la patrimoniale. discussion peut-être tout de suite sur Lagardère. En tout cas, on peut noter que c'est un sale temps pour les directeurs financiers en ce moment. Voilà. On y reviendra après. Alors, non, mais sur les secteurs. on a pas mal de baisses. Hein. On a Lagardère, on a Carrefour, on a EDF. Donc, alors, sur les secteurs, on voit bien, notamment dans le côté défensif. Donc, nous, ça a été... on a sous-performé, notamment avec l'impact de EDF et Engie. Dans le secteur des TMT, je viens de le dire, c'est Lagardère. Et puis, on a dans le secteur notamment consommation cyclique. Donc, ce qui nous a semi-cyclique, ça a été aussi tout l'aéronautique, l'industrie qui a été pénalisée. Ce n'est pas les secteurs qui rebondissent dans un premier temps avec des mouvements sur la baisse des taux. Et surtout, c'est comme des valeurs dollars. Il y a pas mal de valeurs dollars sur lesquelles on est un peu désespéré, parce qu'on imaginait que Draghi allait pouvoir faire baisser l'euro, et il ne le fait pas baisser. En fait, la nouvelle, ce sera la semaine prochaine, la Fed. La Fed, la hausse des taux, ou vous avez taux pas en mars, mais ça urge. Allez, voilà ce qu'on pouvait dire pour ces performances. On passe à la partie comité de gestion. Alors, avant de rentrer dans le vif de l'actualité microéconomique, on va voir les arbitrages récents, les derniers arbitrages. On n'a pas fait grand-chose, si ce n'est dans la semaine. On attendait un message très fort de la part de Mario Draghi. Et donc, on a plutôt investi, notamment d'un point de vue tactique, dans un ETF banque, qui regroupe toutes les banques européennes. Qui aujourd'hui est un très beau pari si on avait fait les comptes ça fait 2 fois. Vendredi midi. Vendredi midi, c'est un très beau pari. Donc ça fait 2 fois et qu'on intervient. Donc on a une approche vraiment large, là, c'est sur des secteurs, pas sur des actions. Exactement. Voilà donc ce qu'on peut dire. Sachant que sur le système bancaire, on a un problème, c'est qu'on a des banques françaises très solides et des banques européennes, et notamment allemandes, qui ont des situations beaucoup plus compliquées. Donc les ETF peuvent sembler sous-performer par rapport aux agricoles, la BNP par exemple. Alors, du côté du portefeuille, voilà, donc le portefeuille, on voit en effet Lagardère. Donc, on va pouvoir en effet parler de Lagardère maintenant. Pas de stratégie industrielle, une stratégie patrimoniale, c'est ça le message, Hubert C'est le message qu'Arnaud Lagardère fait passer. Mais c'est pas nouveau ça non plus. C'est de plus en plus. C'est-à-dire que l'idée c'est quoi? C'est vendre par appartement, on va continuer à c'est une stratégie patrimoniale et plus vraiment de développement. Moi, c'est le sentiment, qui me donne. Là où ils étaient mauvais, c'était notamment dans le sport. Oui. Tout le monde s'est moqué de lui et c'est là où il fait un beau score quand même dans la branche du sport, des médias sport. Là où déception notamment ça a été dans l'édition, donc dans l'e-book, c'est là où ils perdent de l'argent. C'est très compliqué. Malgré l'accord avec Amazon, où il y a eu une entente sur les prix, où ils ont remonté leurs prix, mais du coup, il y a eu une baisse notamment... Et puis la vente d'une partie des machines, des vaches à lait. La vente de la distribution de journaux en Belgique, qui était une vache à lait absolue. Oui, alors, évidemment qu'on vend cher, puisque c'est de l'actualisation de des taux d'intérêt qui sont très bas. Mais donc... c'est en train de devenir une holding patrimoniale d'un genre particulier, mais ils peuvent nous surprendre. Peut-être qu'un jour, ils vont nous annoncer une stratégie industrielle. Oui, mais Lagardère, notamment, a une jolie distribution de dividendes. Donc, elle nous a bien défendu depuis le début de l'année, puisqu'elle ne perdait que 5% par rapport à un marché qui avait... Qu'est-ce qu'on fait de Lagardère? On garde ça en portefeuille? Oui, on garde Lagardère dans le portefeuille. Moi, je dirais, elle se ressaisissait aujourd'hui, mais comme je vous disais tout à l'heure, il y a une telle volatilité sur les actions, le moindre grain de sable qui et le départ de Dinin, c'est quand même un signal qui n'est pas favorable. Oui, c'était le garde-fou de Lagardère. Maintenant, il a mis son commissaire au compte. Bon, donc je dirais, c'est pas n'importe qui non plus. Donc, et aussi, il y a une impression de grosse stabilité longue. Avec la nomination. Donc Dinin est sorti du comité de gérance, mais le comité de gérance reste avec le même président qui est Arnaud Lagardère et les mêmes adjoints. On voit pas ce qui donne du ressort. Donc le ressort, c'est la sous-évaluation boursière qui est réelle. Je pense que c'est ça. On a une belle décote. On est value, comme on dit. Oui, exactement. Bon, on le disait, donc la transition, c'est les directeurs financiers. Thomas Pickmal aussi, qui quitte EDF. Oui, donc ça, c'était l'annonce de... dimanche soir. Il est un peu en désaccord, notamment
notamment, je dirais, avec la politique, je dirais, interne d'EDF et puis avec les Anglais. Donc, On va voir le cours d'EDF, on va voir le portefeuille pour constater que... EDF, on sait quel est le problème. Le problème, c'est de prendre toutes les tôles qui se baladent, donc Areva, et puis de financer ces nouveaux réacteurs. Madame Royal a dit ce que l'État pouvait faire. L'État peut rallonger la durée de vie des centrales et à ce moment-là, EDF ne vaut pas 10 €, mais peut-être 20. Donc, et en même temps, elle parle d'une augmentation de l'électricité de 0,5, donc c'est un peu le chaud et le froid. Mais est-ce que l'objectif d'être en mauvaise situation n'est pas la meilleure façon d'obtenir une hausse des tarifs Je pense que Monsieur Lévy joue une communication financière catastrophiste. Bon, par ailleurs, il y a quand même un différent avec son directeur financier, qui peut-être pense qu'il laisserait aussi bien à sa place. En même temps, on a l'impression que de toute façon, ça échappe... c'est de la politique, ça échappe à tout le monde. Oui, c'est de la politique, mais il y a un actif. Et le gouvernement peut très bien changer la vapeur. Oui, changer la vapeur, il y a des centrales qui tournent, qui produisent, il y a un vrai actif. Avec un prix du pétrole quand même qui handicape beaucoup des acteurs comme EDF et comme ENGIE, à 26 €, 25 € le kilowattheure, ça fait mal. Alors, pour les prix de l'électricité, effectivement... Mais qui est corrélé au prix du pétrole. Qui est corrélé au prix du pétrole. Le prix de revient actuellement. Oui, on a de toute façon, et tous ces groupes sont confrontés à la transition énergétique qui passe par le fait qu'il va falloir accepter que les prix soient plus bas. Alors, on dit depuis un certain temps que le prix devrait se stabiliser pour le pétrole entre 40 et 65, mais plutôt dans la deuxième partie de l'année pour nous que tout de suite. Il y a quelque chose qui est très bas, c'est le charbon et le gaz. Et pour l'exportation d'EDF, par exemple, le charbon et le gaz, qui sont les fournitures de l'Allemagne, jouent quand même encore plus bas que le pétrole. Il y a trois problèmes. Il y a un problème de prix des matières premières qui tire le prix du marché vers le bas, un problème de transition énergétique qui oblige à changer le mix et à faire des investissements, et un problème aussi de surcapacité, tout simplement, avec une demande qui est moindre. Tout à fait. Mais dans le cas d'EDF, je pense qu'il faut quand même... On a un regard européen avec un conflit entre une Allemagne qui doit abandonner le charbon après avoir abandonné le nucléaire et une une France qui est peut-être un peu trop nucléaire et qui ne peut pas nécessairement réduire son nucléaire si rapidement et si brutalement. Et puis les décisions qui ont été annoncées lors de la COP21, qu'il ne faut pas oublier, 100 centrales à construire en Chine, 10 en Arabie Saoudite, 4 en Algérie, ça veut donc dire que finalement EDF n'est pas si mal placé que ça. Même très très bien placé. Il est stratégiquement très bien placé, mais il y a un problème politique. Et donc le problème politique en France prend toujours des proportions. Et l'actionnariat est peut-être dans une position qui est un petit peu alambiquée par rapport à la stratégie de l'entreprise de long terme. Mais je pense que l'actionnariat, c'est-à-dire l'État, a tout intérêt à ce qu'EDF aille très bien. Donc, à terme. Alors, autre dossier, Crédit Agricole. Vous aimez bien Crédit Agricole, Hubert? Crédit Agricole, heureusement, agréablement surpris. Plutôt, c'est un des rebonds de la semaine. À aujourd'hui, il gagne 5,5%. Donc, le Crédit Agricole, le problème, c'est que c'est une banque extrêmement solide, mais qui a mené une restructuration suite à un montage invraisemblable qui était de gouvernance. CASA, c'était un montage, c'était ce qu'on appelle le centralisme démocratique, c'est-à-dire que CASA nommait les directeurs des caisses régionales qui nommaient le directeur. Donc et donc on a vu ce que faisait le centralisme démocratique dans d'autres pays. Contrées. Ce qui s'est passé, c'est que cette restructuration valorise le Crédit Agricole, pas du tout le prix du marché. Et ça, on s'en est quand même rendu compte. Oui, mais enfin, je n'aime pas du tout Crédit Agricole. je sais, moi j'aime beaucoup le Crédit Agricole. Donc voilà, c'est vrai qu'elle a annoncé un plan à horizon à 2019, donc du coup avec notamment une réduction, un plan d'économie important, une synergie. Alors enfin, il arrive ce que les investisseurs escomptaient, donc une synergie, comme vous dites, avec les différentes caisses régionales. Voilà. C'est-à-dire pas une synergie, c'est les patrons. En fait, on achète de la caisse régionale, on n'achète pas Crédit Agricole et ça, qui est une espèce de banque d'affaires auquel on ne comprend pas grand-chose. Mais Paul va peut-être nous départager, peut-être au profit de... à votre profit. Non, mais c'est pour le Crédit Agricole. Oui, on reste sur le Crédit Agricole, mais on en a encore en portefeuille ou pas? Parce qu'il y a tellement de lignes. Non, on n'a plus du tout. Mais on a des banques. On a des banques et c'est la meilleure banque française de très loin, à mon avis. Non, Paul, le problème du Crédit Agricole, c'est que c'est le problème du Crédit Agricole, c'est une banque, c'est un groupe qui est excédentaire en trésorerie. Et donc, c'est pas ce que M. Draghi cherche à aider aujourd'hui.
puisqu'à moins 0,40 le dépôt, ils perdent de l'argent. Ils perdent de l'argent. C'est exact, mais en fait, je crois que sur les il vaut mieux être une banque ruinée, comme les Allemands ou les Italiens ou les Espagnols, qu'une banque extrêmement solide comme le Crédit Agricole. En ce moment, oui. Voilà. En ce moment, oui. Ça paraît paradoxal. Mais... Et c'est intéressant pour voir ce qui peut se passer sur l'Italie dans les semaines qui viennent, justement. Mais malgré tout, on a acheté du Lyxor Bank. Ça veut dire qu'on croit quand même à un rebond bancaire ? Non, c'est-à-dire d'un point de vue tactique, comme l'indice, les bancaires sont assez représentatifs dans notre indice, donc qui est de plus de 12% ou 16, je ne me rappelle plus, oui, 12%. Donc qui n'est pas négligeable quand le marché commence à monter. Donc voilà, donc du coup, on a pris l'ensemble, comme c'était une intervention européenne, l'ensemble des banques. On a refait ce qu'on a fait lors de la précédente intervention de M. Draghi. On a joué la BCE et on l'a joué pour profiter des banques. On a dit M. Draghi veut aider les banques. Donc forcément... Il va le faire. Rapidement, Carrefour. Carrefour et Casino. Et Casino. Oui, Carrefour et Casino. Donc du coup, elle a publié notamment... une moins bonne performance, c'est notamment côté France avec Dia France, donc qui nous pénalise. Et puis on a aussi l'Asie qui continue de pénaliser quand même la consommation en Chine surtout. Mais pour l'instant, donc, on pense que ces résultats pourraient s'améliorer, notamment parce que sur l'Europe, ils sont bons. Donc l'Europe du Sud, les résultats sont bons. Donc du coup, on reste notamment favorable sur Carrefour. Et notamment, c'est pour vous reparler de cette volatilité au sein des actions, le moindre grain de sable, le marché. C'est un manque de confiance et un manque de stabilité. C'est peut-être aussi un changement de repère, parce qu'on vient de le dire sur les banques, on le dit sur la distribution, les consommateurs sont au sud, ils ne sont pas au nord, alors que les exportateurs étaient au nord. Donc finalement, on est en train d'assister à une prise de conscience que finalement la politique européenne est en train de s'organiser aussi par rapport au Sud. Et peut-être ça, c'est une innovation. On arrive au terme de l'émission. Qu'est-ce qu'on fait cette semaine, Agnès ? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine ? Pas grand-chose. Je pense que si le marché continuait de monter, et si on retrouve une stabilité, une volatilité qui se détend, on vendrait nos ETF CAC pour faire des choix stratégiques, notamment sur des actions. Voilà. Et lesquelles ? Alors, il ne faut pas oublier que le 21 mars, il y a Sodexo qui va rentrer dans l'indice CAC 40, donc à la place d'Alstom. Aller manger un peu de Sodexo. On en a déjà un joli poids, pas loin de 3%, mais je pense qu'elle va attirer pas mal d'investisseurs et notamment c'est une valeur qui s'est bien défendue depuis le début de l'année. Et puis la semaine prochaine, on attend notamment des assemblées générales et un roadshow notamment d'Alstom 14 mars ou 15 mars qui sera très important. A contrario, si le marché continue à tomber, à s'orienter vers le sud, on ne toucherait à rien. Je pense que si les moindres baisses violentes, c'est des occasions pour revenir à l'achat sur le marché. On a un peu plus de 10% de cash sur notre fonds. D'accord. Et je pense ça va être la fourchette haute maintenant. Et donc regarnir certaines de nos lignes, pas exactement. Forcément des nouvelles... Oui, pas forcément. C'est-à-dire que encore une fois, le consommateur américain et le consommateur européen sont là. Et c'est vraiment un truc important. Et ils vont être là de plus en plus avec leur resolvabilisation. Et donc ça, c'est important. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'on est dans une période de forte volatilité. Oui. On est dans une période de rupture. On ne va pas le redire 50 fois. La crise de croissance de la Chine est une rupture par rapport à sa croissance exponentielle. C'est tout. Et donc, quand vous avez... la deuxième, la troisième économie du monde, ça dépend si on compte l'Europe comme une économie qui fait quelque chose de ce genre, c'est pas de la rigolade. C'est pas de la rigolade, mais il faut garder le sourire quand même. Interaction chaque semaine, chaque vendredi, 12h30, 13h, nos spécialistes autour de la table pour vous guider dans vos choix et vous mettre tout sur la table en toute transparence, la gestion de ce fonds commun de placement. À la semaine prochaine.